Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat qui sera consacré aujourd'hui aux collectivités locales en Afrique subsaharienne, des collectivités qui regorgent d'énormes potentialités économiques mais qui peinent à en profiter. Entre volonté politique, vision stratégique et compétences humaines et matérielles, l'enjeu de la formation et de l'information reste crucial. Et aujourd'hui, nous parlons des initiatives et des solutions pour permettre aux élus locaux africains de transformer leurs économies locales et les rendre plus performantes et compétitives. Et pour en parler, je reçois pour vous sur ce plateau M. Cissé Vassendo Raymond. Vous êtes adjoint au maire à la commune de Bagnolet en France. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir sur votre plateau. Et avec nous sur ce plateau, Maître Legrand, Richard Legrand. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Alors, messieurs, quand on parle de compétitivité, on parle de performance au niveau de nos économies locales, ma première question, ce sera de demander: est-ce qu'on a des standards, des barèmes sur lesquels on peut s'appuyer pour dire une telle collectivité, une telle commune a une gestion efficace, une gestion efficiente? Est-ce qu'on a des standards? Les standards les plus connus, en tout cas au sein de nos collectivités, c'est la question budgétaire. Comment on gère nos budgets? Comment on construit nos budgets? Comment on fait en sorte que la population puisse profiter d'innovation, d'actions innovantes au sein de nos communes? Nous, les standards, c'est vraiment ça. Parce que c'est eux qui sont mis à contribution, qui paient des impôts locaux. Donc, le premier service, c'est d'abord pour eux. C'est pas pour l'État, c'est d'abord pour les habitants. D'abord pour les habitants. Et quand vous regardez un peu, parce que depuis un bon moment, vous sillonnez l'Afrique, vous regardez ce qui se fait de mieux et ce que l'Afrique peut faire. Quand vous regardez aujourd'hui nos collectivités africaines, est-ce que on sent ce besoin-là, il est vraiment fort, il est vraiment présent de permettre à nos économies locales d'avancer? Est-ce qu'on a des indicateurs qui nous disent vraiment l'Afrique, on est encore à ça, à 2 sur 10, à 2 sur 20, ou bien on sent déjà un certain engagement? Moi, je pense que les besoins dépendent des communes. Il y a des communes qui ont déjà une longueur d'avance, où il y a un réel développement, une réelle dynamique bien visible. Après, d'autres communes peut-être nécessitent plus de moyens pour pouvoir essayer de rattraper les communes qui ont cette avance même. Et ces moyens donc, sont des moyens financiers, mais aussi d'autres moyens qui leur sont nécessaires pour pouvoir avancer pour leur développement. Justement, quand on voit ces acteurs politiques qui viennent, ces élus locaux, ce sont vraiment des personnes qui ont une vision, un amour pour leur collectivité, mais très souvent, ils n'ont pas ce background, ces compétences managériales, administratives pour permettre de déployer leur politique. Est-ce que vous, à votre niveau, vous pensez que ce sont des choses qui peuvent être corrigées et comment? Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous, avec Richard Legrand, nous lançons un institut de formation des élus acteurs politiques locaux pour justement accompagner les élus et les acteurs politiques, ces compétences-là. Parce qu'on ne s'improvise pas élus. On constate ici que pour avoir sillonné quelques collectivités, que certains élus ont du mal avec la question du budget. Ils ne savent pas tout à fait comment construire un budget. Comment d'abord, avec les services bien sûr, en fonction des besoins des attentes des populations, la construction d'un budget. Donc sur ces thématiques-là, sur les questions aussi du foncier, on constate que les élus ont besoin d'être accompagnés parce que ce qui se fait chez nous, ce n'est pas tout à fait ce qui se fait ici. C'est vrai que la France et la Côte d'Ivoire, ce n'est pas tout à fait le même droit, mais sur des questions simples, la question du foncier notamment, chez nous, pour que le foncier soit cédé à une entité ou à un individu, il faut qu'il y ait une délibération du conseil municipal, qu'il soit validé par l'ensemble des élus majoritaires, et qu'ensuite ce soit cédé à l'entité ou à la personne. Mais on a pu constater ici, en tout cas, que du foncier est cédé par le premier édile de la commune à des entités privées sans qu'il n'y ait de délibération. Pour nous, c'est des choses qui peuvent questionner. Voilà.
Alors là, je me tourne vers vous, Maître Richard Legrand. Est-ce qu'une collectivité, est-ce que c'est une obligation? Parce que quand il y a ce genre de documents, ce genre de transactions, il faut quand même un certain accompagnement juridique dans tout cela. Est-ce qu'aujourd'hui, ça doit être une obligation que les collectivités soient accompagnées par des conseils dans ce genre de décision? Alors une obligation, probablement, en tout cas c'est une réelle nécessité, une recommandation. Les besoins sont divers. Les besoins vont par exemple sur le domaine de la santé, du droit, de l'éducation, c'est très divers. L'institut que nous souhaitons mettre en place en fait propose un programme intensif d'excellence pour permettre un accompagnement personnalisé tout au long de l'année aux acteurs politiques, donc locaux ou à un niveau supérieur, pour les former dans les différents domaines, notamment juridiques, que ce soit sur le plan économique et politique. Donc en fait, le but est de les former sur un panel très large de domaines. Mais quand vous parlez de formation, cela requiert aussi quand même, il y a un coût. Est-ce qu'aujourd'hui, déjà que notre collectivité ici en Afrique subsaharienne, on se dit pour boucler tel budget, c'est déjà compliqué, est-ce que la formation sera... Justement, je crois que ce que vous abordez, c'est un sujet important, la question du coût. Combien ça coûte? Combien coûte une formation? Mais je pense que quand on a besoin, quand on veut que des élus soient compétents, qu'ils soient compétitifs, l'État doit pouvoir mettre les moyens. Chez nous en France, par exemple, la Caisse des dépôts et de consignation finance des formations pour les élus à hauteur de 2 000 € chaque année. Mais en parallèle, la collectivité elle-même a un budget qui est voté au conseil municipal consacré à la formation des élus de chaque groupe politique, qu'on soit de l'opposition ou de la majorité. On a droit à disposer d'argent, de moyens pour se former. Parce que ça va de soi que quand on a des élus formés, c'est aussi l'image de la ville qu'on essaie de rehausser. Parce que je parlais de construire les budgets. Mais un budget, il se co-construit. Parce que quand on va chercher des cofinancements, il faut savoir de quoi on parle. Qu'est-ce qu'on met en avant? Quels sont les projets qui peuvent effectivement bénéficier de subventions à la fois de la région, de l'État ou bien de l'Europe? Il faut avoir cette vision-là et ça passe par la formation. Ça passe par la formation. Un autre aspect, pendant que vous étiez en train de parler, c'est vrai qu'il y a ce volet formation, mais au niveau même de la perception, quand on parle de compétences, d'améliorer la compétitivité et surtout les économies locales. On sait par exemple que dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, le pays regorge de telles potentialités. Au sud, il y a telle autre potentialité. C'est vraiment des économies diverses. Est-ce qu'on doit faire une formation, je vais dire, générale ou bien s'appliquer à chaque spécificité de chaque région? L'offre de formation doit être faite sur mesure. C'est une offre sur mesure. Tout dépend, les budgets sont différents en fonction des collectivités. Tout dépend aussi du nombre d'élus aussi à former. Et des besoins, des thématiques abordées, de la technicité de chaque thématique. Donc nous pensons qu'il est plus intéressant de proposer une formation sur mesure, adaptée en fonction des besoins de la collectivité et en fonction des différents paramètres de cette collectivité. Alors, une formation sur mesure. Moi, je dis n'importe quoi, je suis d'une ville de Grand Bassam qui est dans le sud de la Côte d'Ivoire. On sait que nous, on a la plage, on a peut-être des plantations balnéaires, noix de coco, ce genre de choses. Est-ce que c'est nous qui venons vers vous, vers en tout cas les formateurs, pour dire voilà ce que nous avons, comment est-ce que vous nous formez, ou bien c'est vous qui faites une enquête, une étude d'abord pour voir les potentialités de la région, de la localité, et en fonction de ça, vous donnez une maquette pédagogique. Justement, c'est pour ça que nous sommes sur le terrain. D'ailleurs, on était à Grand Bassam avant-hier, parce que là, on est arrivé aussi, parce qu'on a été nominé par les awards des entreprises. Moi, j'ai reçu le prix du développement social pour les aides sociales de la Côte d'Ivoire et Richard a été nominé meilleur avocat de France. Nous, on va sur le terrain justement pour recenser les besoins et le potentiel de chaque collectivité. Et nous rentrons en contact avec les élus de ces villes-là pour leur dire par rapport
à ce qu'on a observé, voilà ce que nous on peut proposer comme formation. Mais on est ouvert aussi à d'autres demandes de formation. Hein. Nous, on sait ajuster, adapter nos formations en fonction des réels besoins, à la fois des élus, mais aussi de la population elle-même. Donc, on rencontre aussi les habitants qui nous disent leur ressenti. Qu'est-ce qu'ils souhaitent pour leur ville. D'ailleurs, moi, à Bagnolet, je porte donc la végétalisation des cours d'école. Nous, à Bagnolet, en tout cas depuis que je suis élu, on a déjà débitumé en 4 ans 5 cours d'école. C'est à hauteur d'un demi-million d'euros d'investissement, notamment des cofinancements, je parle des cofinancements de la région, du département, de l'Europe. Parce que les cours d'école sont trop chaudes. Quand il fait extrêmement chaud, nos enfants souffrent. Donc on casse le bitume, on plante, on végétalise pour qu'il n'ait pas chaud. Et ça devient des espaces où les enseignants donnent des cours, où ils se sentent mieux, c'est plus détendu. Voilà. Je crois que c'est des modèles qu'on peut reproduire ici, en Afrique. Voilà. Des modèles qu'on peut reproduire justement avec le tour que vous avez déjà fait, les expériences que vous avez. Est-ce que vous avez ciblé des éléments, des secteurs, des points forts où on doit mettre l'accent dès le départ pour permettre à nos économies locales d'être plus compétitives? Oui, les différents secteurs que nous pouvons mettre en avant, que nous pouvons essayer de faire développer sont l'éducation, les domaines de l'éducation, de la santé, sont, je pense, les deux axes majeurs, les deux piliers qui permettent aussi de faire avancer la commune. Et c'est aussi je pense, les besoins les plus importants que peuvent rencontrer les communes aussi. C'est le domaine de la santé, donc les hôpitaux et les écoles pour la formation des élèves. Après, il est difficile de prioriser tel secteur ou tel secteur. Le développement de tous les secteurs est important, parce que chaque secteur a sa propre importance. Maintenant, il faudra, en fonction des collectivités, en fonction des besoins aussi, les besoins dépendront en fonction des besoins en fait, de chacune des collectivités. D'où encore cette adaptabilité que nous devons avoir en fonction des besoins de chacune des collectivités et des réponses que nous pouvons leur apporter pour les accompagner. Alors pendant la recherche de cette émission, il y a quelque chose qui m'est revenu. Très souvent, on nous dit que l'Afrique a un certain retard, en tout cas les collectivités ont un certain retard dans ce sens-là. Mais quand je vous écoutais tout à l'heure, vous avez dit par exemple que dans certaines écoles, vous êtes obligé de débitumer pour pouvoir permettre un meilleur cadre de vie. Aujourd'hui, ces collectivités en Afrique qui n'ont pas encore bitumé, qui se cherchent, entre autres, est-ce que ce n'est pas une aubaine pour eux de regarder ce que vous avez fait, corriger pour pouvoir s'adapter à l'ère du temps? Moi, je dis toujours que l'Afrique a du potentiel. Mais comment ce potentiel est utilisé? Ça pose la question de la gouvernance. Quelle vision avons-nous pour nos collectivités? C'est vraiment le vrai sujet. C'est pour ça que pour nous, la question de la formation, ça semble indispensable. Parce qu'au-delà de la formation, nous on fait aussi du social. D'ailleurs, on a équipé un hôpital rural de fauteuils roulants, de déambulateurs, de béquilles, d'un défibrillateur cardiaque. Et on va ramener d'ici quelques semaines des lits médicalisés avec des lits qu'on met à la disposition d'un hôpital rural. Et ce qu'on propose, nous, en parallèle de la formation, c'est-à-dire on forme des gens, mais on leur permet aussi de venir dans nos collectivités, voir ce qui se passe là-bas, s'imprégner de vraies réalités, du fonctionnement communal et de pouvoir l'adapter ici aux réalités, ici sur le terrain. D'accord. En parlant de collectivité locale, je me retourne vers vous. Ma question, ça s'adresse à vous, mais je vais vous laisser aussi réagir. On voit que nos collectivités attendent bien souvent les financements de nos gouvernements pour pouvoir lancer leurs projets. Est-ce que ces collectivités ont la possibilité de nouer des partenariats avec des entreprises privées pour pouvoir eux-mêmes développer certains potentiels? Quand je prends le cas de la Côte d'Ivoire, il y a le tourisme qui n'est vraiment pas exploité. On est autour de 20 à 22% de tout le potentiel qu'on a. C'est quelque chose d'assez important. On a des gisements qu'on découvre ci et là. Comment est-ce que des contrats peuvent être négociés par ces collectivités-là pour bénéficier de ces financements, pour impulser eux-mêmes leur propre développement? Alors moi je pense que l'État encourage justement ces partenariats avec ces entités privées, car un État ne pourra pas apporter des solutions à tous
tous les problèmes et tous les besoins. C'est techniquement impossible. Il faut justement des partenariats avec des organismes privés pour pouvoir répondre à des besoins. Vous parlez de ces découvertes de gisements, sont des besoins parfois ponctuels, à long terme. Il faut justement un partenariat public-privé pour répondre à toutes ces questions et pour accompagner l'État et indirectement les communes à ces différents besoins. Un partenariat public-privé, mais on le voit, hein, vous avez parlé de gouvernance et je vais vous emboîter le pas. Très souvent, ces contrats sont faits de gré à gré. Est-ce quelque part, il ne faut pas ouvrir le champ de compétition, des appels d'offres, parce que très souvent, c'est des... Et justement, c'est un vrai sujet, parce que nous, au sein de nos collectivités, il n'y a pas de marché public sans appel d'offres. Et c'est les prix les plus compétitifs. Moi-même, en tant que président d'une collectivité, une petite collectivité, d'une 50aine de salariés, le CIS de Bagnolet-Romainville, quand je fais appel à un fournisseur, j'ai l'obligation de faire appel à 3 fournisseurs. Et le comptable regarde, parce que nous, on a un diagramme de signature, il regarde et il voit ce qui est convenable pour notre collectivité. Ensuite, moi, je valide. Sinon, je ne peux pas engager la dépense auprès du trésor public. Parce que moi-même, je n'ai pas de banque, je n'ai pas de fonds. Donc, toutes les dépenses que j'ordonne passent par le trésor public. Mais je pense que la question aussi du fonctionnement décentralisé de la Côte d'Ivoire, il faut aussi la questionner. Il faut la questionner pourquoi parce que pour que les collectivités aient plus de moyens, il faut leur permettre d'avoir des ressources propres. Chez moi, à Bagnolet, tout ce qui est taxe de séjour va directement dans les caisses de la ville de Bagnolet. Et Bagnolet, c'est le deuxième pôle hôtelier d'Île-de-France, après Roissy. Donc si l'État permet aux collectivités ici d'avoir des ressources propres, je ne parle pas de petites taxes prélevées dans les marchés, parce que c'est insignifiant. Ce n'est pas ça qui va permettre aux collectivités de s'en sortir. Mais c'est donner de vrais moyens, leur permettre de s'auto-financer. Pour nous, c'est la solution, quoi, pour que ces collectivités soient vraiment compétitives. Compétitives, question de gouvernance. À quel moment est-ce que les populations doivent être intégrées à tout ce processus de décision, parce que quand même le côté transparence, ça permet d'attirer beaucoup plus de flux, on va le dire comme ça, sur le territoire local. Comment vous voyez l'intégration des citoyens à nos collectivités quand on veut parler de droits des hommes, parce que quoi qu'on en dise, les élus locaux travaillent pour ces populations-là. Comment arriver à impliquer ces populations dans leur prise de décision? Mais les populations sont directement impliquées, c'est elles qui ont besoin, qui ont ces différents besoins et qui font les différentes demandes. Par exemple, en rencontrant les élus locaux sur les différentes problématiques qu'ils rencontrent tous les jours. Ça peut être des litiges qu'ils rencontrent, des problèmes de voisinage, ça peut être sur des questions, par exemple sur des questions de divorce, ou des questions toutes simples de la vie de tous les jours, et elles sont directement concernées, donc elles souhaitent avoir des réponses. Mais au-delà, c'est la question de la gouvernance. Comment on associe les habitants aux décisions du politique. Nous, à Bagnolet, en tout cas, en Europe, en France, nous, on a des bilans de mi-mandat. C'est-à-dire qu'on rencontre aux habitants. C'est-à-dire qu'on est élu pour 6 ans, à mi-mandat, on a la responsabilité, l'obligation de rencontrer les habitants, quartier par quartier, pour leur dire, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'il reste à faire. Mais au-delà, il y a ce qu'on appelle les conseils de quartier. Les conseils de quartier, c'est par quartier, comme le nom l'indique, et il y a dans chaque quartier, il y a un élu référent. Et donc, on rencontre les conseils de quartier qui sont dirigés par les habitants, qui ont des demandes particulières, et on a l'obligation de répondre à ces demandes-là. Et tous les 3 mois, il y a un conseil de quartier tournant. Et tous les secteurs de la ville sont concernés. Donc on associe au maximum les habitants à notre gouvernance, parce qu'on doit répondre à leurs demandes, parce que c'est nos électeurs. Si on n'y répond pas, c'est le suffrage qui leur permettra de nous sanctionner. On vous attendra aux prochaines élections. Mais déjà, quand vous regardez en parlant de formation, le cas pratique de la Côte d'Ivoire où vous êtes actuellement, comment est-ce que cette formation peut être lancée le plus tôt? Est-ce que vous avez déjà pris des attaches? Dans combien de temps on doit s'attendre à voir démarrer ces formations et quel impact on peut avoir dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années? Bon, on a rencontré déjà le président de l'association des conseillers municipaux de Côte d'Ivoire, avec qui on est en train de nouer un partenariat. L'idée, c'est vraiment à titre bénévole de commencer une formation à distance sur un panel de 20 à 30 personnes sur la thématique de leur choix,
que Richard et moi, avec d'autres élus locaux là-bas, d'autres spécialistes, qu'on va dispenser comme formation sur 1 voire 2 journées. Ensuite, ils nous feront un retour sur leur ressenti et voir comment on peut enrichir ce partenariat. Voilà, je pense que Richard... Oui, effectivement, l'objectif est que l'Institut soit accompagné par des spécialistes, des experts dans différents domaines. Donc, par exemple, pour les thématiques de la santé, nous pourrions avoir des médecins qui pourraient dispenser ces formations, dans le secteur juridique, des avocats, des magistrats, des professeurs de droit, des élus pour les questions politiques qui sont disposés. Voilà, donc le but c'est d'avoir des professionnels, des experts, des spécialistes dans les différents domaines que nous allons dispenser pour pouvoir former, accompagner justement les élus sur ces différentes thématiques. Nous souhaitons vraiment que cette première formation à distance soit impactante, pour que chacun trouve son compte et que vraiment comprendre l'enjeu essentiel de ce que peut apporter la formation à des élus locaux et à des acteurs politiques ici en Côte d'Ivoire. Alors vous avez rencontré ces acteurs locaux, ces élus locaux. Est-ce que vous pensez que votre message a été entendu? Est-ce que vous ressentez auprès d'eux-mêmes ce besoin-là de se former pour être plus performant? Il y a vraiment de l'intérêt, on sent de l'intérêt, mais après, nous on attend de voir, une fois qu'on s'est lancé, quel retour ils font de tout ça, et puis ensuite on pourra élargir, amplifier cette demande-là pour répondre vraiment à leurs attentes, quoi. Parce que pour nous, ils sont vraiment intéressés, ils nous le disent, hein. Voilà. Sont allés même, certains sont allés récemment en France, dans le cadre du Salon des maires de France. Ils ont participé à des conseils municipaux, ils ont été présentés aux oppositions, aux majorités, des partenariats à se mettre en place. Et ils ont vraiment envie que nous on soit là pour les accompagner, pour justement pouvoir faire le lien avec les collectivités là-bas en France. En tout cas, nous pensons que c'est un projet qui arrive à point nommé. On sait que l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, l'UVICOSI, célèbre ses 30 ans d'existence cette année et tend à mettre l'accent sur la formation, la performance au niveau des gestionnaires de nos collectivités. Monsieur, on arrive pratiquement au terme de cette émission. Si vous aviez un mot de fin, vos perspectives. Nous pensons que l'Institut pourra répondre aux demandes des collectivités et l'Institut sera présente avec toute son équipe pour pouvoir mener à bien à ces demandes. Et participer en tout cas à l'émergence de ces beaux pays. L'Institut, c'est pas que 2 individus, c'est pas Maître Richard Legrand et Bassendou Cissé. C'est aussi derrière le collectif des élus binationaux de France. C'est plusieurs élus d'origine ivoirienne, hein, qui sont soit les maires adjoints des conseils municipaux, dans d'autres collectivités françaises, aussi bien à Paris, en région parisienne, qu'en province, qui sont impliqués dans ce projet-là pour justement apporter une plus-value aux élus qui sont ici, quoi. Voilà. D'ailleurs, au mois de juin, on a rencontré le nouveau président de VICOSI, le ministre Amadou Koné, qui nous a dit aussi son intérêt pour ces besoins de formation exprimés par certains de ses collaborateurs, de ses collègues. Et on a pris peut-être le cas de la Côte d'Ivoire parce que c'est un peu plus spécifique, c'est là que vous êtes actuellement pour votre séance de travail, en tout cas d'analyse. Mais est-ce que ce projet, dans votre entendement, c'est quelque chose qui sera étendu aux autres pays de la sous-région parce que ce sont les mêmes réalités? Pas que la sous-région, mais bien au-delà. D'ailleurs, au mois d'octobre, nous étions à Rabat. Tout à fait. Nous avons reçu là-bas le prix d'ambassadeur de solutions pour l'Afrique. Ouais. Et donc, on a évoqué certains élus là-bas, la possibilité de venir pour les accompagner sur la formation. En tout cas, merci pour vos contributions. Et en tout cas, parlons de management et de performance de nos économies au niveau local. Nous avions sur ce plateau Maître Richard Legrand, avocat au barreau de Paris, et M. Cissé Bassendou Raymond, adjoint au maire de la commune de Bagnolet en France. Merci en tout cas pour vos contributions et on espère que les choses se déploieront bien vite pour atteindre cette émergence tant souhaitée par nos autorités. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette émission. Vous pourrez la retrouver sur toutes nos plateformes internet. Agréable suite de programme sur nos antennes.